De retour donc sur le plateau de Samedi soir, dimanche matin avec mes invités. Michael Stank, vous êtes toujours avec nous évidemment, réalisateur de ce film qu'on vient de découvrir. Et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais vous avez fait une bande dessinée également sur la Corée du Sud qui s'appelle La Faute, une vie en Corée du Nord aux éditions Delcourt. Vous allez nous en parler tout à l'heure parce que je crois que ça a sérieusement compliqué sur la Corée du Nord. Vos relations. Ouais. J'ai dit quoi? Sur la Corée du Sud. Ah non, la Corée du Nord, pardonnez-moi. Ça a sérieusement effectivement compliqué vos relations avec Pyongyang. Pierre Rigoulot, directeur de la revue Histoire et Liberté, les aquariums de Pyongyang aux éditions Robert Laffont. Merci infiniment d'être venu nous voir. Et puis Bruno Stagno, bonjour. Vous êtes directeur exécutif adjoint de Human Rights Watch pour le plaidoyer. Vous allez nous expliquer ce que ça veut dire. Et vous êtes un ancien diplomate. La question est pour vous deux pour commencer. Peut-être vous, monsieur Rigoulot, qu'est-ce que vous avez pensé de ce film ? La Corée du Nord, elle pose problème pour un certain nombre de gens, et je dirais même pour beaucoup de gens, du fait de sa politique nucléaire, du fait qu'elle ne peut pas arriver à nourrir convenablement sa population, et troisièmement, elle est gênante, très gênante, et en particulier pour sa population, parce qu'elle elle a instauré un régime totalitaire, parti unique, idéologie unique et obligatoire. C'est ce troisième aspect qui est, à mon avis, bien mis en évidence dans ce film. Bruno Stagno. Je partage cet avis. Malheureusement, la communauté internationale s'est beaucoup centrée sur le dossier nucléaire et on ne voit pas un véritable effort de la communauté internationale pour s'attaquer aux terribles problèmes de droits de l'homme qui existent dans ce pays, qui est totalement verrouillé, comme vous l'avez dit, et qui est probablement le système totalitaire le plus complet qu'on a jamais vu. Alors on va en reparler dans une seconde évidemment, on va parler aussi de l'aspect économique de ce pays, parce que c'est vrai qu'on se demande comment il fait pour survivre en autarcie. D'abord Michael, je voulais revenir sur une petite chose. Durant votre tournage, vous n'avez jamais croisé quelqu'un fortuitement? Ah non. Ah non, tout est bien encadré, bien comme il faut, c'est-à-dire que vous n'avez pas la possibilité de discuter avec le passant dans la rue. Impossible. Ou parfois, possibilité de discuter si j'ai donné évidemment ma question avant au guide. Ouais. Mais non, tout était organisé. C'est-à-dire que les familles que j'ai rencontrées, évidemment, avaient été présélectionnées. Je n'ai rien choisi du tout. Lorsque j'étais dans une des familles de cadres supérieurs du parti, notamment cette famille de professeurs, j'ai demandé à aller dans un appartement juste à côté. Comme ça, de manière improvisée, ça m'a été bien sûr refusé. Oui, c'était impossible. Alors, exemple criant de ce que peut faire la propagande, on va réécouter ce que vous disait cette guide. Vous avez mis l'extrait dans votre film. Le rôle des journalistes est très important. Et c'est pour ça qu'on attache une très grande importance à votre documentaire que vous allez faire de notre pays. On espère que vous allez faire un documentaire avec les explications que vous avez entendues de notre part et être très objectif et équitable. Ça prête à sourire, en fait, quasiment, mais ils sont naïfs. Ou ils Non, sont tellement formatés que... Est-ce que c'est une forme de naïveté? En tout cas, c'est aussi une forme de peur que cette journaliste, que cette guide avait, et que son supérieur, qui était derrière nous, aussi peut faire entendre. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas déroger à ce qu'on lui a demandé de dire et ce qu'elle doit dire à un journaliste. Elle est responsable en partie quand même de mon encadrement, etc. Et puis, en effet, c'est une forme de propagande. Voilà, un documentaire équilibré, un documentaire objectif, c'est-à-dire, de leur point de vue, on montre ce qu'on voit et on ne commande pas. Et on ne décrypte pas ce qu'on voit. Et on ne montre rien d'autre. Pierre Rigoulot? Mais moi, j'ai eu cette impression, je comprends votre question, de naïveté, justement, en particulier dans la fameuse scène de l'hôpital, où, comme par hasard, on tombe sur quelqu'un qui parle le français. J'ai eu un sentiment que j'ai rarement, en écoutant la propagande nord-coréenne, un peu d'attendrissement, tellement c'était bête. Disons le mot, c'était bête. Oui, pardon, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, moi je trouve ça... C'est horrible de voir ce documentaire, ce mensonge qui est élevé à une politique d'État où les gens, par terreur ou par peur, sont obligés de suivre une narrative qui est proposée par le régime. J'ai quand même une question sur le titre du film. On en parlait avant. La grande illusion. La grande illusion. Pourquoi pas le grand mensonge? Oui. Ou le mensonge le plus grotesque. Qui se fait des illusions sur la Corée du Nord. Peut-être les Nord-Coréens eux-mêmes, non? La grande illusion dans le sens où l'illusion de ce que la propagande veut montrer à l'extérieur. C'est un peu comme ça que moi je l'ai vu. C'est-à-dire que on est en permanence dans un discours
puisqu'il est un discours de propagande, est un discours pour ceux qui y croient, et il y en a qui y croient à l'intérieur de ce pays, évidemment, notamment cette guide, je pense, je ne crois pas qu'elle ait énormément de possibilités de recul et d'analyse de ce qu'elle dit. Peut-être, c'est difficile d'en savoir plus. Donc elle est dans une forme d'illusion que son pays ne serait pas isolé, que son pays serait une sorte d'Eldorado, non, parce qu'ils savent qu'ils sont au courant, évidemment, de ce qui se passe à l'extérieur de Pyongyang, parce qu'il faut quand même revenir sur quelque chose, c'est que là, ça se passe à Pyongyang, dans la capitale, qui est pas une la Corée du Nord. C'est la fenêtre. Voilà, exactement, c'est la vitrine. Donc, j'ai quand même pu traverser des campagnes assez rapidement en voiture. On a pu s'arrêter dans des campagnes au hasard, mais 2 minutes, et c'est 2 minutes vraiment chrono montre en main. Et évidemment, ce qu'on voit, évidemment, c'est d'un autre âge. Donc, eux savent qu'il se passe des choses dans leur pays, savent qu'il y a des famines, savent que les gens sont mal nourris, savent qu'ils ont du mal, qu'ils ont des difficultés. Mais encore une fois, eux bénéficient, ces gens-là, quand même, d'une certaine forme de privilèges. Ouais. Ils sont à Pyongyang. C'est ce qu'ils appellent les masses, je ne sais plus exactement quel est le terme employé par le régime. Central. Voilà, les masses du noyau central. Ouais. Voilà, et ils le sont. Donc, Mais je crois qu'on touche là quand même à un problème très important quand on parle de pays totalitaires comme la Corée du Nord. C'est finalement le totalitarisme venu d'en bas, parce que ça existe aussi. Il y a un passage où on voit les gens qui pleurent à la mort de Kim Jong-il, c'est-à-dire le père de l'actuel dirigeant. Tout n'est pas fin. Ça n'est pas que du cinéma. Ça n'est pas fin. Ouais. Seulement, il y a bien sûr, si vous montrez votre indifférence, voire si vous riez au milieu de cette foule, il vous arrivera des choses. Tout le monde le sait. Donc on continue et on veille à continuer. Mais en même temps, on éprouve un véritable chagrin parce que pendant des années et des années, on vous a appris que le régime ne pouvait pas produire de bonnes choses sans son dirigeant génial. Alors si on essaye de parler un peu humanitaire, avec vous peut-être Bruno Stagno, comment est-ce que vous faites pour travailler là-bas, puisque je crois que vous n'y êtes pas présent par la force des choses. On imagine qu'il y a peu d'associations humanitaires qui sont présentes sur place. Comment on fait? Nous, on travaille sur 90 pays. Il y en a 2 où on a véritablement des problèmes pour y entrer. C'est la Corée du Nord et l'Iran. Ah oui. Donc on travaille au-delà des frontières. On travaille beaucoup avec les réfugiés, des personnes comme ceux qui apparaissent ici dans ce documentaire, et sur leurs témoignages qui font partie de nos enquêtes. Et nos propres enquêtes, je crois qu'ils vérifient, ils confirment toutes les conclusions auxquelles arrive ce documentaire. Qu'il y a eu une recrudescence des mesures de sécurité au long des frontières pour éviter que les gens puissent quitter la Corée du Nord, qu'il y a une volonté de renfermer tout l'accès aux médias étrangers, à tout contact aux médias étrangers, et que, en fait, l'actuel régime est entré dans une phase de recentralisation du pouvoir basée sur la peur, la terreur et l'utilisation de la détention, les travaux forcés et les exécutions en public comme moyen de terreur. Alors évidemment, quand on pense à la Corée du Nord, on pense tout de suite à ces exécutions, mais vous m'amenez au deuxième extrait qu'on a choisi de vous faire réécouter. C'est une femme donc, qui est partie et qui était à la frontière. Quand j'étais garde-frontière sur le fleuve Tumen, j'étais chargé d'arrêter les fugitifs. On était postés par groupe de 3 le long de la frontière chinoise. Quand on arrêtait un fugitif, on amenait le prisonnier à notre poste de surveillance. Là, on déclarait l'heure et la date à laquelle on avait attrapé la personne. Ensuite, le fugitif était interrogé par notre chef, puis transféré au département de la sécurité. Si le prisonnier était affamé, on pouvait l'épargner. Sinon, il était envoyé directement en camp de travail ou en prison. Moi, je ne faisais que transmettre ces gens à mes supérieurs. À chaque fugitif attrapé, on recevait des récompenses. Voilà cet homme donc qui était garde-frontière, Bruno Stagno. Qu'est-ce qui fait que personne ne se révolte? C'est la peur, uniquement la peur, ou c'est la faim? Parce qu'on va parler du problème économique tout à l'heure. Non, c'est surtout la peur, la terreur. Ouais. C'est un régime avec des camps de concentration. Il y a l'endoctrinement des gens qui commencent. On a cette image de cette jeune fille qui chante en hommage. Toute petite fille. Toute petite fille. On est, 2 ans et demi, ouais. oui. Donc cet endoctrinement qui commence de très tôt, cette altérialité qui est imposée sur les gens. Mais à la base, c'est la terreur et la peur. Il exécute beaucoup pour l'exemple. C'est le même système que son père et son grand-père? Oui, et même des proches au régime, comme on a vu avec son fameux oncle. Ouais, ouais.
Ouais. Non seulement il exécute, mais au-delà des exécutions, ce qui est intéressant dans sa manière, c'est la mise en scène. C'est-à-dire que, c'est ce que j'explique un petit peu dans le documentaire, on l'a mis, alors, je ne sais pas si c'est son entourage ou si c'est lui directement, mais tout est fait pour qu'il ressemble beaucoup plus au grand-père qu'au père, autant physiquement que dans sa posture. Et ça, on nous le dit très souvent. Même les réfugiés nord-coréens que j'ai rencontrés au Sud me disent qu'on a vraiment cultivé, ils ont cultivé, bon, je ne l'ai pas mis dans le documentaire parce que c'est inapproprié à ce moment-là, mais on a cultivé l'image d'un jeune qui pourrait ressembler et avoir l'image d'un grand-père, qui est le grand-père évidemment qui a fondé la nation et qui est surtout qui est vécu par les Nord-Coréens comme bien moins pire que le père. Parce que le pire des trois, selon les Nord-Coréens, a été d'abord Kim Jong-il, parce qu'il y a eu la période de la grande famine. Et pour les réfugiés, aujourd'hui, Kim Jong-un, donc l'actuel dirigeant, sera en train de dépasser Vous expliquez d'ailleurs, quand il est arrivé, la férocité de son père. Quand il est arrivé, ils espéraient qu'il soit un peu plus light, si j'ose dire, et que finalement, effectivement, ça a vite... Il s'est bien radicalisé, si je peux dire, pour être presque pire et considéré comme pire en termes de terreur que Kim Jong-il. C'est-à-dire, excusez-moi, il y a les deux à la fois. C'est très compliqué la situation. Enfin, pour analyser, il y a d'une part des réformes effectives. Par exemple, dans le domaine de l'agriculture, vous savez, les paysans soviétiques, ils avaient des petits lopins. Les paysans nord-coréens avaient des lopins de terre encore plus petits. Bon, avec Kim Jong-un, ces lopins se sont agrandis. Il y a également moins de production qui passe tout de suite à l'État. Il y a donc un petit peu plus d'autonomie. Bon, mais en même temps, vous avez bien fait de le souligner, il y a la répression, il y a la fermeture des frontières, les gens ne passent plus. Les statistiques sont très claires. Les Sud-Coréens, qui notent évidemment tous ceux qui rentrent dans leur pays, ne peuvent que le constater. Il y a une chute très claire du nombre de réfugiés. Il y en a combien par an à peu près, pour avoir une idée? Actuellement, il y en a 25 000 en Corée du Sud, vous voyez. D'accord. Voilà, il y avait un chiffre qui circulait, en effet, il y a une baisse très sensible depuis l'arrivée au pouvoir de Kim Jong-un. Il y a eu 1500 réfugiés nord-coréens qui sont passés la première année de l'arrivée au pouvoir de Kim Jong-un. Et ce qui était une baisse significative par rapport aux années précédentes. Oui, donc effectivement, on voit que la répression fonctionne. Alors moi, je voudrais qu'on parle un petit peu de l'aspect économique, parce que vous parliez justement de l'agriculture. Le pays est incapable de nourrir ses habitants, c'est ce que vous dites dans le film. Comment est-ce qu'il survit, ce pays, alors qu'il est en totale autarcie? Quelles sont les richesses de ce pays? Il y a des richesses d'abord du sous-sol, des minerais relativement rares. Il y a aussi du fer, du charbon. Il y a beaucoup de choses qui sont vendues donc en Chine. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, il y a des ventes qui ne sont évidemment pas autorisées de technologies militaires et balistiques. Sur le plan de la balistique, ils sont très forts et par exemple, les programmes iraniens et pakistanais balistiques ont été développés grâce aux Coréens du Nord. Ça leur rapporte évidemment. Il y a leur propre population qui rapporte, puisqu'on envoie comme travailleurs un petit peu partout dans le monde, au Moyen-Orient, en Malaisie, en Chine, en Russie, un certain nombre de travailleurs. L'État récupère leur salaire et leur paie une portion seulement de ce qu'ils gagnent. Donc il y a également, d'ailleurs ça vous explique en partie pourquoi il y a moins de gens qui essayent de fuir, c'est la frontière aussi, mais aussi parce qu'il y a ce canal de dérivation des gens qui veulent partir, on les envoie travailler. On les envoie en gardant la famille. On les envoie travailler un petit peu partout et dans des conditions qui soulèvent l'indignation des associations de défense des droits de l'homme. On voit très régulièrement des rapports sur le travail ou les conditions de travail qui sont accordées, si je puis dire, aux travailleurs nord-coréens. Vous avez travaillé là-dessus, Bruno Stagno, évidemment, sur ces travailleurs. Oui, mais pour nous, par exemple, c'est surtout le rapport de la commission d'enquête du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, qui a été publié en février l'année dernière, qui est accablant, qui montre qu'on est dans une situation de crime contre l'humanité. Et c'est une situation que malheureusement n'a pas retenu l'attention de la communauté internationale que très brièvement. L'année dernière, en décembre, il y a eu une réunion au sein du Conseil de sécurité pour voir ce sujet et on attend la suite.
qu'est-ce qui va se passer? Le Conseil de sécurité s'attache uniquement au dossier nucléaire, mais il ne veut pas donner de l'importance au volet de droits de l'homme, même s'il y a des crimes contre l'humanité qui sont commis. Mais alors voilà, c'est l'une des questions à la fin de ce documentaire aussi. On se pose la question, on se dit mais que fait la communauté internationale? Enfin c'est vrai, il se passe rien. S'il se passe des choses, on vient de parler d'une implication grandissante, à mon avis, de l'ONU dans la situation nord-coréenne. Mais d'un point de vue Il y a militaire. tous les pas gens, tellement. comment? Pas d'un point de vue militaire simplement, pas tellement d'un point de vue humanitaire ou d'un point de vue si. Alors, il y avait un certain nombre d'organisations qui sont venues, par exemple, chez nous, la Médecins du Monde ou Médecins sans frontières, il y a quelques années, avaient envoyé des gens là-bas, et il y avait une aide véritable. Mais dans la mesure où ils ne pouvaient pas répondre à leur propre charte, c'est-à-dire aider les gens qui en avaient le plus besoin, ils ont fini par arrêter. Donc il y a encore quelques organisations qui, coûte que coûte, je dis bien coûte que coûte, continuent à travailler, à aider à l'amélioration d'un hôpital, par exemple, parce qu'ils ne sont pas tous aussi flambant neufs que celui qu'on voit dans le film. Hein. Mais autrement, il y a des pressions de la part des États, il y a des condamnations, il y a des interdictions, il y a des contrôles qui sont relativement importants. Contrôles. Et je vais terminer sur ce que vous me demandiez concernant la manière dont ils gagnaient de l'argent. Il y a aussi des trafics de drogue, on a relevé de la fausse monnaie aussi. Ouais. Je veux dire, il y a toutes sortes d'activités illicites qui permettent de comprendre. Et puis la population travaille sans manger beaucoup. Oui, Hein. c'est ça. La C'est pas très situation cher. est très grave aujourd'hui même. Aujourd'hui même, on a baissé encore le niveau qui est alloué par le système de distribution de nourriture à chacun des Nord-Coréens. Michael Stanke, il y a d'autres pays à part la Chine qui font du business avec la Corée du Nord ou pas? Ah oui, Pierre Rigolo en a parlé. Il y a l'Iran, il y a le L'Iran, Pakistan, oui. il y a beaucoup de pays, Des pays africains, occidentaux, non? des pays africains. Et si, il y a des pays occidentaux. Par exemple, il y a un Mais il y a un petit commerce même avec la France, oui, pour les matières qui ne sont pas interdites. Oui, puis il y a un commerce, par exemple, de pré-production de dessins animés qui existe encore. Oui, Moi, j'ai c'est pu beaucoup de visiter sucre. des studios d'animation, en fait, en 2D et en 3D. Et la Corée du Nord fait partie des pays qui alimentent certains pays européens en transition de dessin animé, exactement. On vendait beaucoup de cognac Voilà. au père de l'actuel dictateur, par exemple. On fournissait beaucoup de cognac, ouais. Juste pour un mot sur les pressions internationales. Bon, le levier, de toute façon, a priori, le levier, il est du côté chinois. Genre, tant que les Chinois n'ont pas, Exact. voilà, ne disent pas grand-chose ou se mettent en retrait ou demandent aux autres membres du Conseil de sécurité de l'ONU de mettre la pédale douce, le frein pour intervenir ou mettre la pression sur la Corée du Nord, il n'y aura absolument rien qui se passera. La Chine est le pays tampon là-dedans. Ils tiennent leur Mais objet. de ils lui-même, tiennent- il ils ne peut tiennent pas être tout. obligé de s'ouvrir ce pays parce qu'on le disait tout à l'heure, ils sont quand même asphyxiés économiquement. Il y a quand même un vrai risque, ils ne vont pas pouvoir tenir longtemps. La couche dirigeante va bien. Vous avez vu qu'il y a même une classe, un début de classe moyenne. je vais Moyenne, oui, dire. c'est vrai, on le voit avec la En tout femme cas, chez qui on était. dans Pyongyang, qui se porte relativement bien. Et puis, la direction nord-coréenne se porte même très bien. Hein, on fait venir des fruits de la Méditerranée. On s'achète un yacht en Italie. Non, tout va bien. Et on voyage. Et Cette on classe-là, elle voyage. voyage, elle bouge. Exactement. Simplement un mot des manœuvres militaires, parce que c'est toujours très impressionnant, toutes ces images qu'on voit, d'ailleurs on les voit derrière vous dans les écrans. Il y a une vraie volonté d'attaquer, je pense notamment à la Corée du Sud, ou c'est pour faire trembler les voisins? Ouais, je crois surtout qu'il y a une vraie volonté de faire parler du pays et donc de permettre de faire un maximum de bruit, entre guillemets, et de gesticulation pour pouvoir négocier. Et pour pouvoir négocier, donc l'objectif des Nord-Coréens, c'est de pouvoir négocier bilatéralement avec les Américains, ce que les Américains refusent. Négocier quoi alors? Négocier du... Négocier sur le nucléaire, négocier sur pas mal de questions internationales et des questions de sanctions internationales. Et aujourd'hui, évidemment, c'est refusé par les Américains. Et donc, il y a toujours la Corée du Nord qui est prête à montrer, Puis dans ces pays totalitaires, c'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire, il y a une vision obsidionale, on est entouré d'ennemis, et c'est la raison pour laquelle on mobilise tout le temps la population vers un ennemi. L'ennemi est ailleurs. Mais et c'est il est du côté- une mobilisation qui tient sur la dynastie aussi, la dynastie des Kim, non? Parce que donc le père, le grand-père, Oui. le père et maintenant Mais tous le fils. tous les régimes totalitaires sont comme et ça, la suite, c'est quoi? dynastie On ou ne sait pas. rien de lui en fait.
finalement, de Kim Jong-un. Bah, si, on sait beaucoup de choses. On sait beaucoup de choses. Ce qu'on ne sait pas et ce qui est très difficile, se passer après c'est de savoir exactement comment ça fonctionne au sein du Parti du Travail, donc le parti État dirigeant, et au sein des négociations entre eux, des réformes, parce qu'il y a quelques personnes qui sont un tout petit peu plus réformistes que d'autres, etc. Réformistes avec des guillemets, bien entendu. C'est ce qui est le plus compliqué, parce que ça, c'est très opaque. Après, sur la personne de Kim Jong-un, il y a beaucoup de choses sur lui qui circulent. On sait, par exemple, voilà, où il a vécu, ce qu'il a fait. Comment il prépare sa succession, par exemple, même s'il est encore très jeune. Hein, on ne sait pas exactement quel âge il a. Là, il la prépare pas parce qu'il vient de succéder à son père. Oui, c'est donc, ça. A priori, il est là pour un bout de temps, sauf accident, cataclysme, etc. Mais de toute façon, a priori, une révolte ne viendra pas du bas, c'est-à-dire de la population. Non, c'est pas possible. Bruno Stagno, vous êtes d'accord avec ça? Une révolte ne viendra pas du bas, c'est impossible. C'est-à-dire il est trop verrouillé, ce régime. Ce pays est perdu. Non, c'est la Chine. Je suis d'accord que la Chine a un rôle énorme à jouer. Ouais. Le fait que la Corée du Nord a pu développer des armes nucléaires, c'est une faute des Chinois. Le fait que, par exemple, le Conseil de sécurité s'est pu saisir de la commission d'enquête en décembre l'année dernière, c'est malgré l'opposition chinoise, c'était dû à un vote de procédure. Ça veut dire que le veto ne compte pas dans ces cas de figure. Mais c'est la Chine. Il faut travailler sur la Chine. Même s'ils ne veulent pas s'ouvrir, le pays s'ouvre quand même. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de matériel, notamment informatique, qui entre clandestinement via la Chine en Corée du Nord. Et par là, ils ont des images de l'extérieur. Moi, je trouve ça formidable de faire un film comme celui que nous avons vu. Mais plus formidable encore, ce sont tous les films qui rentrent à l'intérieur. Il est important que nous soyons informés, mais plus encore que les Nord-Coréens soient informés. Et là, je crois qu'il y a un certain nombre de gens qui sont décidés à aider, car il y a des associations sud-coréennes, chinoises, qui aident à l'entrée en Chine d'images qui viennent de l'extérieur. Ce qu'on va espérer pour les Nord-Coréens. Bon, a priori, vous aurez du mal à y retourner, en tout cas dans l'immédiat, parce que ça ne s'est pas très bien passé. Merci infiniment, en tout cas, à vous trois d'être venus nous voir pour débattre de tout ça. Vous pouvez revoir ce documentaire, vous le savez, sur le site internet publicsena.fr. Il est l'heure à présent de notre deuxième documentaire, le docteur Mukwege, la colère d'Hippocrate, l'histoire de cet homme qui réparait les femmes violées, mutilées, une véritable destruction de masse en pleine guerre au Congo. Le réalisateur a rencontré cet homme, prix Sakharov de l'Union européenne l'année dernière. Un très beau film qui a reçu de très nombreux prix. Il le présente d'ailleurs tous les deux à travers le monde. Et il sortira en salle dans sa version longue en février prochain. Regardez.